Bienvenue dans Sacrée Intimité, un podcast pour plonger au cœur du tantra en toute simplicité et pour avoir un aperçu concret de ce que l'expérience tantrique peut apporter dans le rapport à soi-même, aux autres et au monde. Bienvenue alors dans cette toute nouvelle émission. Pour commencer, histoire de situer un peu le cadre, donc moi c'est Mathieu, je vais être l'hôte de cette émission. Et c'est surtout la parole qui va être donnée à Laurent et Barbara. Donc du coup, je vous laisse vous présenter pour que vous puissiez un petit peu nous expliquer qui vous êtes et de quoi on va parler dans cette émission. Merci à toi. Bonjour. Oui, merci à toi de nous accueillir et d'avoir accepté d'être notre hôte. Bah écoute, avec plaisir. Puisqu'on a déjà fait une émission ensemble, enfin tu as déjà fait un podcast. Oui, tout à fait. Voilà, on avait envie d'être là et de parler un petit peu de notre expérience de Tantra pour faire connaître, pour donner envie, donner des éclairages, donner à réfléchir, à penser et puis partager surtout. Ouais. Ouais, c'est vrai, du coup, on avait effectivement fait ensemble une émission sur le podcast que j'ai animé et du coup, ça a fait naître un petit peu en vous l'idée d'avoir une émission à vous pour explorer un peu tous ces sujets qu'on a pu très légèrement aborder ensemble sur le podcast Complice et sans toi, du coup, Barbara qui n'était pas à ce jour-là et donc du coup, cette fois-ci, c'est vous, c'est votre émission. Et donc du coup, on va la vivre ensemble tous les trois. Super. Donc peut-être Barbara, commence par te présenter. Alors, par où je commence? Alors, moi je suis une femme. Et aujourd'hui, je suis thérapeute. J'ai envie de démarrer par ça, parce que c'est aussi en lien avec mon propre cheminement de femme. Et je suis thérapeute, je suis gestalt thérapeute depuis quelques années. Et donc je reçois en individuel des personnes qui ont des difficultés, soit relationnelles, soit de confiance, d'estime de soi. Également aussi des femmes et des hommes qui ont subi des agressions, qui ont des problématiques aussi avec leur sexualité. Et j'ai plaisir à les accompagner, à les ramener vers eux-mêmes, vers avoir conscience de ce qui agit pour eux, conscience de ce qui se passe en eux, parce que souvent ils sont assez éloignés d'eux-mêmes, de leurs sensations, leurs ressentis, leurs émotions, et par la gestalt essentiellement. Et puis j'utilise d'autres aussi outils. Je fais le lien entre ce qui se passe pour eux, peut-être dans leur mental, leur manière de voir le monde, et puis aussi ce qui se passe dans leur corps, et de revenir en lien avec tous ces messages subtils dont ils ont peut-être été un peu éloignés, coupés, ou se sont distancés, et de réapprendre ce langage corporel pour être en contact avec eux-mêmes déjà, et puis aussi être en contact avec les autres, avec leur environnement. Et puis j'anime aussi avec Laurent depuis un peu plus d'1 an. Ça fait un peu plus d'1 an là, qu'on anime ensemble des ateliers de tantra, donc on en parlera peut-être après. Les ateliers les samedis tantra à Genève. Super, merci pour cette introduction. Peut-être Laurent, à toi, parle-nous un peu de toi, présente-toi rapidement. Je vais me présenter, et puis j'avais quand même envie de faire le lien entre la fin de ta présentation, quand tu dis de permettre aux personnes de relier les différentes facettes d'eux-mêmes, le corps, le cœur, l'esprit, et au fond c'est ce qu'on fait dans les ateliers. J'avais envie de faire ce pont-là. Donc je suis Laurent Fontaine. J'aime bien, présente-toi, aujourd'hui je vais essayer encore une nouvelle présentation, une nouvelle manière de faire un petit bilan. Ce qui est important, c'est que je suis, et je vais assumer ça, je suis un chercheur. Ça fait depuis 30 ans que je fais des démarches de soins psychothérapeutiques, mais finalement aussi de recherche à travers différentes approches comme la PNL. Je suis formé au psychodrame, donc j'ai été beaucoup participant, je me suis formé aussi aux approches psychocorporelles, et c'est ça qui
me constitue aujourd'hui dans ces pratiques d'atelier de Padlam Tantra. Et le Tantra, c'est ce que j'aime à dire ou à écrire, c'est que pour moi, c'est venu vraiment placer un élément qui me manquait dans mon cheminement, qui est l'intégration pratique de ma sexualité, de mes parties génitales. Il y a le cœur, il y a les cuisses, il y a mon sexe, il y a mes épaules. Et ces pratiques, la pratique de Tantra est venue pour moi faire une boucle intégrative de qui je suis. Et alors, bon, je pourrais en parler, mais on en parlera probablement tout à l'heure, donc je vais pas en faire un plat juste maintenant. Mais c'est ce parcours-là, la richesse de ce parcours qui m'ont amené aujourd'hui d'abord à être très enthousiaste de la pratique du tantra, tel que nous le pratiquons, parce qu'il y a différentes formes, mais celle que nous on apprécie, très enthousiaste, comme un moyen d'évolution personnelle remarquablement complet, intégratif, vivant, joyeux. Et voilà, donc on a la chance depuis plus d'une année de co-animer ensemble ces ateliers. Et donc on peut voir aussi ce qui s'y passe comme résultat, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Très bien, effectivement on aura l'occasion de reparler de Tantra, de ces ateliers passablement au fil de ces émissions, qui seront un peu le fil rouge de tout ce qu'on va échanger ensemble. Barbara, tu me disais que tu étais gestalt thérapeute notamment. Laurent, tu nous as parlé de ta facette chercheur. Est-ce que tu pratiques également d'autres... comment ça se manifeste un petit peu dans ton quotidien? C'est pour te présenter un peu toi rapidement. Oui, je t'ai évité la question, hein, j'ai vu. J'aime bien comme tu poses des questions, parce que tu ramènes au concret, et puis ça donne à voir et à comprendre et à entendre pour les auditeurs. Et moi, j'apprécie énormément ça chez toi. Donc, oui, concrètement, je suis animateur d'ateliers de Tantra, je suis formateur dans le champ, on va dire, de la communication constructive, j'anime des formations, je fais du coaching, d'accompagnement individuel, je fais du coaching d'équipe, et c'est ça, mon quotidien en fait, il est fait d'animer, de faciliter, parce que j'aime ça, et puis je suis reconnu aussi là-dedans, donc ça facilite aussi une sensation de compétence. Mais c'est comme ça que je gagne ma vie, même si cette formulation-là, on peut l'acheter à la poubelle tout de suite. C'est comme ça que... non pas je gagne ma vie, mais c'est comme ça que je gagne de l'argent pour être là aussi, puis nous offrir l'occasion géniale de faire ce podcast. Super. Et donc du coup, gestalt thérapeute, en français plutôt, coach, accompagnateur, facilitateur, et ensemble vous avez monté Padlam Tantra, donc les samedis Tantra à Genève, entre autres ateliers, et c'est de ça qu'on va parler beaucoup ensemble. Et ce mot Tantra, c'est vrai que moi c'est quelque chose qui est dans le champ pour moi depuis quelques temps, et c'est vrai que chaque fois que j'évoque ce mot, j'ai des réactions diverses et variées. Moi jamais, qu'est-ce que c'est que ces partous bizarres, est-ce que c'est de la méditation, est-ce que c'est de la sexualité, qu'est-ce que c'est? Finalement, est-ce qu'on commencerait pas ensemble par parler de qu'est-ce que c'est le tantra? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? D'où ça vient? Comment ça fonctionne? Dites-moi un peu plus. T'en as eu des questions, hein? Là autour. J'en ai eu 2-3, ouais. Alors, par quoi on commence? Peut-être moi j'aurais envie de dire que ça va être notre réponse, première chose. Ça va être notre réponse parce que c'est un champ qui est divers, c'est un champ varié, le champ du tantra en Occident en particulier. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle surtout de néo-tantra depuis les années 70-80. D'ailleurs, que le tantra qui a été importé, transformé avec toutes les approches psychocorporelles est devenu globalement ce qu'on appelle le néo-tantra. Et nous, c'est là qu'on se situe. Donc on va parler de ça. Est-ce qu'on peut peut-être du coup rapidement faire le point sur qu'est-ce qui a amené au néo-tantra? Le tantra de base, c'est quoi en une phrase? Si on pouvait le définir, peut-être quelque chose de plus traditionnel, d'où ça vient? Est-ce que ça rassemble des pratiques en particulier? Est-ce que c'est quelque chose de très ouvert? Si on peut juste faire un petit point rapide pour un peu ancrer l'idée dans la tête des gens, pour qu'ils puissent se représenter un petit peu, pour que les personnes qui nous écoutent se disent
ok, je perçois, ne serait-ce qu'un tout petit peu l'idée de ce que ça peut être, et après on ira plus dans le détail sur comment vous le pratiquez, comment vous le vivez, mais juste peut-être un petit topo historique, histoire qu'on puisse avoir un peu une image ou une idée d'où ça vient et de ce que c'est. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une voie d'éveil très ancienne, hein, qui vient d'Orient, d'Inde, avec différentes écoles, hein, dont la plus connue est la shivaïte, et avec un certain nombre de pratiques visant justement à accéder à cette dimension de la conscience et de l'être. Où, après, alors c'est ce qui est relaté, après un certain nombre d'années, la possibilité, enfin la finalité se faisait avec un rituel où il y avait la sexualité qui était intégrée, et c'était comme on va dire le point d'orgue pour pouvoir accéder à des états supérieurs de conscience et de connexion avec alors on peut dire la divinité, la source, l'univers, et ça c'est l'origine ancestrale, si je puis dire. Oui, c'est ça. Sachant que tantra, alors il y a plein de traductions de ce mot-là. C'est difficile en fait à traduire. Il y en a qui le traduisent par tissage, le fait qu'il soit tissé, et puis d'autres, simplement, il semble que tantra, c'est le mot pour parler des textes. Voilà. En fait, ça veut dire des textes. Donc, le tantra en soi-même, en fait, ça prend une existence particulière au moment où cette voix, qui est une voix... alors, il y a quelque chose à dire d'important. C'est une voix transgressive. Oui. C'est une voix transgressive puisque... et alors, là, tu me corriges si je dis pas trop de bêtises, parce que moi, je suis pas non plus un grand historien, mais en fait, par rapport à la caste des brahmanes, au fond, les tantrikas... En Inde, hein, en Inde. Les tantrikas, et ils faisaient l'inverse, c'est-à-dire qu'on pouvait pas boire... Il était recommandé de ne pas boire d'alcool, donc les tantrikas, quand ils se rencontraient, ils buvaient. Il y avait plutôt l'abstinence, donc quand les tantrikas, ils se retrouvaient, le contact physique, la sexualité présente. Après, il y en a d'autres qui sont... Aujourd'hui, il y en a encore 3 autres particuliers qui sont moins flagrants. Il y a le fait de manger de la viande. Voilà, mais ça, c'est un peu l'histoire. C'est une partie de l'histoire. Ouais. Et puis, il y a un moment... à moins que tu veuilles ajouter quelque chose... Non, c'était le côté transgressif et aussi de déconditionnement, finalement, par rapport à une société à l'époque, hein, si on retranscrit aussi en Inde, qui reste quand même aujourd'hui aussi très traditionnelle avec les castes. C'était aussi une voie d'éveil particulière qui allait au-delà de ces conditionnements et de ces traditions très, très, très ancrées dans cette société-là. Ça, c'est brosser un peu l'histoire voilà. avec nos deux regards. Il y a de quoi aller plus loin là-dessus, mais il y a un point de particulier. C'est pour ça que dans ce qu'on discutait tout à l'heure avant de faire ce podcast, tu parlais d'Osho, où que les gens disent oui, c'est Osho, en parlant comme un grand mystère. Non, Osho, il a traduit tous les textes du monde dans ces années 70, dans son ashram en Inde. Et il y a un moment donné où il a... produit, fait à l'aide de personnes autour de lui, une interprétation de ces textes et une pratique du tantra, une exploration. Alors je passe sur tous les détails de ces explorations-là, mais l'idée c'était, il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans de méditation pour s'autoriser à aller vers cette expérience que tu as si bien décrite, qui consiste à aller en contact dans cette sexualité sacrée, vivre le moment d'extase, de contact avec l'univers, on peut appeler ça avec différents mots. Et donc se met en place des pratiques qui, en même temps, dans ces années-là, et en Californie en particulier, on a S-Allen, où la gestalt thérapie, le psychodrame, la bioénergie, tout ça est expérimenté et est ramené chez Osho, qui fusionne avec la tradition tantrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les stages de tantra, souvent, c'est pas le cas de certaines personnes qui se revendiquent d'initiation. Moi, je me considère, je ne suis pas un initié particulièrement.
Non, moi non plus. Parce que on est dans une philosophie récente qui consiste à dire que l'initié, c'est toi. Toi qui écoutes. Et tu as besoin d'un champ pour trouver ton initiation. Et nous, on travaille sur le champ, sur le jardin, à construire ça. Donc, je termine juste... voilà. Donc, dans les années 70, il y a cette fusion entre l'histoire du tantra, les textes, et puis les approches psychocorporelles. Margot Anand, entre autres, il y a eu Chaitagne, il y a eu Sudhir Roche, d'autres encore qui ont fréquenté là, sont venus, l'ont amené en Europe et l'ont pratiqué à la version occidentale, c'est-à-dire avec des pratiques très rapides dans le contact et dans ce travail énergétique. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir des années 80, on pourrait dire, ou fin des années 70, est né en Occident le néo-tantra. Donc, c'est-à-dire, c'est le tantra d'origine dont on a parlé tout à l'heure, revisité avec toutes ces approches corporelles, en plus de l'aspect plus méditatif qui était là à l'origine. Plus tout ce travail sur le corps, la danse, qui au fur et à mesure a été intégrée à ces propositions de néo-tantra. Ce qui donne aujourd'hui un néo-tantra généralement plutôt joyeux, orienté sur la danse, la méditation, le toucher conscient. Le massage. Le massage, pour permettre de se réapproprier les sensations, les perceptions que notre société, en fait, dans le fonctionnement, surtout occidental, on est éduqué au non-contact, si on peut dire. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est un peu bref. Mais donc, on va remettre beaucoup de contacts, en tout cas des possibilités de contact, intégrant tout notre organisme, donc y compris les parties génitales, pour permettre une réappropriation. Enfin, moi, j'aime bien parce que c'est toi qui le dis, ça. Ouais, et puis, ce que moi, j'ai envie de rajouter, c'est... Bon, on associe souvent aussi, en Occident, le tantra à la sexualité. Mais pourquoi ? Parce que, comme tu dis, on a intégré aussi nos parties génitales, notre sexe, comme toute autre partie de notre corps. Finalement, comme fait un bébé, il se touche de partout, et le sexe, et l'oreille, et le nez, il n'y a pas de différence. Sauf que, au fur et à mesure, nous, en tant qu'adultes, voilà, c'est une zone qui est aussi... qui a comme un aimant à attirer ou à stocker un certain nombre d'expériences, d'a priori, de préjugés, aussi de codes sociaux, etc. Et c'est là où c'est le lieu où il y a le plus, on va dire, d'éléments à aller libérer, déconditionner. Et donc, c'est une voie, alors je dirais, de développement personnel ou d'éveil, selon comment on la voit, où on va aller dans une zone qui est particulièrement taboue, il y a beaucoup d'interdits, parce que c'est nécessaire si on veut aussi pouvoir pleinement vivre son être et sa spiritualité. C'est ça, avec ce paradoxe qu'il y a beaucoup d'énergie dans le chakra racine, le chakra sacré, donc le plancher pelvien et puis le ventre. Et l'intérêt d'aller dans ces zones-là, c'est quoi l'intérêt ? Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas tranquillement avec son tabou ? Je veux dire, c'est parce qu'en fait, il y a de l'énergie qui est bloquée, qui est empêchée. Et donc, c'est pour ça que oui, c'est une approche qui est une voie d'éveil, qui est en même temps une voie d'évolution personnelle, qui est en même temps une voie qui peut être en même temps une voie de guérison. Il y a une espèce de mix comme ça dans le néo-tantra, pour nous en tout cas, et nous on travaille avec ces dimensions-là. Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent, et généralement la plupart des gens sont d'accord pour dire que notre rapport à notre sexualité est hyper important dans notre construction identitaire, dans la manière dont on va évoluer, et en même temps c'est un peu le grand absent du développement personnel, où c'est un sujet qui va être très clivant, on va avoir des débats houleux qui deviennent presque agressifs, presque guerriers dans le positionnement. Et est-ce que le tantra, finalement, c'est pas une forme de réponse qui apporterait une possibilité d'exploration autant personnelle que spirituelle, qui inclut cette partie-là de notre vie,
qu'on accepte comme importantes et qu'en même temps on a du mal à en parler, quoi. Ouais, t'as tout dit. C'était Mathieu Bolomé. On peut s'arrêter là. Magnifique. Et il y a autre chose de C'est très ça. important que tu as dit tout à l'heure, et on en avait pas mal parlé en off, où c'était quelque chose qui était très présent aussi dans l'atelier d'initiation que j'ai eu l'occasion de vivre avec vous, et on en a aussi parlé dans l'émission qu'on a faite ensemble, Laurent, c'est que tu as parlé de possibilités d'exploration, parce qu'il y a cette idée toujours de souveraineté, de possibilité de dire oui, de dire non à tout moment, et quel que soit l'exercice proposé finalement. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu plus ? Avec joie. Alors, par où on commence? Commence. Qui commence? Moi, j'ai envie de poser le paradoxe, au fond, et on l'évoquait tout à l'heure en s'échauffant un peu à l'émission. Le paradoxe, en fait, que sur la question de la sécurité, il y a un paradoxe qui est, au fond, que nous cherchons à sécuriser ces ateliers. Et quand je dis sécuriser, c'est vraiment que comme en voiture, tu vas mettre une ceinture de sécurité, tu vas mettre... c'est bien d'avoir un airbag, parce que comme ça, t'es plus tranquille, quoi. Parce que tu as dans les mains un véhicule qui, tout d'un coup, peut être très puissant. Et le paradoxe que je veux dire, c'est que, en fait, et c'est l'expérience que nous avons fait, en particulier chez Skydancing, qui est l'école, en tout cas, dans laquelle... de laquelle, en fait, on s'inspire aussi beaucoup, parce qu'on reconnaît... dans ce mouvement-là, justement, une grande sécurité qui, paradoxalement, permet une exploration plus, et le mot est bien choisi, plus profonde. Métaphoriquement et littéralement. Et quand je suis en sécurité, et la sécurité dans ces ateliers, c'est le oui et le non. Alors, c'est pas si simple que ça, mais enfin, on va rester pour l'instant à c'est le oui et le non. Et quand les personnes, elles sentent qu'elles ont le droit, qu'elles peuvent dire oui et dire non, là, tu vas commencer à pouvoir, explorer. C'est-à-dire qu'à n'importe quel instant, que tu sois engagé dans la proposition, que tu aies démarré la proposition, tu peux dire oui ou non. Et arrêter là. Et ça, c'est quelque chose qui est très sécurisant, hein, par rapport à ce que tu dis sur la sécurité, et qui, du coup, amène aussi le pendant, c'est la liberté, en fait. D'aller, c'est toi qui décides jusqu'où tu vas et jusqu'où tu t'engages dans cette exploration pour aller chatouiller tes limites, peut-être légèrement aller un petit peu au-delà, sentir que ça commence à être au-delà, et puis revenir peut-être un petit peu en arrière parce que ça a déjà été beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, moi, quand tu dis oui, c'est la liberté. La liberté, c'est de pouvoir dire oui, dire non. Et ça, c'est ce quand on dit souveraineté, c'est vraiment de ça dont on parle. Et puis là, il y a encore un paradoxe parce que les personnes, elles entendent qu'elles peuvent dire oui, dire non, qu'elles ont le droit de le faire. Sauf qu'il y a notre histoire. Et l'intérêt qu'il y a dans ce cadre sécurisé, c'est que les personnes vont pouvoir explorer, en fait, qu'il y a des moments où mon corps il va dire oui, c'est bon, ouais, j'ai envie d'aller. Puis ma tête, elle va dire mais non, on peut pas, non, mais ça va pas, ou bien... Et puis le cœur, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, je veux dire. Et donc de pouvoir aller explorer dans les franges du tapis. Et c'est le paradoxe, ça veut pas dire qu'un atelier de tantra c'est tranquille, quoi. Quand on dit que c'est sécurisé, c'est pas du tout tranquille. Ouais. Et j'évoquais le parachutisme, qui est peut-être pas le parapente, c'est peut-être une meilleure métaphore, mais qu'au fond la sécurité en parapente, par exemple, mais dans d'autres pratiques aussi, c'est le fait de pouvoir vivre une expérience où tu vas pouvoir aller tu vas peut-être prendre un ascendant. Donc tu vas monter tout d'un coup, puis quand tu vas monter à 1000, à 2000, Et donc c'est la sécurité qui fait que tu vas pouvoir oser aller dans les franges du tapis, c'est-à-dire rester en sécurité, mais aller dans du neuf. Ouais. Ah oui, alors moi j'avais du coup envie de préciser qu'est-ce qu'on explore. Peut-être. Alors juste avant d'aller là-dedans, ça me fait rebondir cette histoire de oui et de non. Oui. C'est vrai que avant de venir à l'initiation, moi je me figurais que c'était hyper sécurisant et confortable de sentir qu'on avait le droit de dire non. Et dans l'atelier, j'ai senti que c'était encore plus sécurisant d'entendre le non.
parce que du coup on se sent hyper à l'aise d'explorer et on a une idée très précise du niveau d'intimité qu'on a construit avec la personne qu'on a en face de nous. Et oui, c'est bien de pouvoir dire non, et c'est encore plus sécurisant de savoir que le non qu'on va recevoir est finalement juste sain et constructif, et qu'il n'est pas dans le refus catégorique, violent et rejetant quelque part. Et ça apporte énormément de sécurité, je trouve, de créer ce cadre où on peut entendre des non bienveillants et neutres, quoi. Ouais, c'est merveilleux ce que tu dis. Et moi, j'ai envie de rebondir sur à la fois entendre des noms, des vrais noms, et parfois c'est des noms aussi de protection. Hein. Mais là, ce que j'entends, c'est des noms où avec une clarté sur là, c'est ma limite. Et puis c'est aussi se réapproprier des vrais oui. Hein, pouvoir aussi sentir un oui plein, entier, pas un oui pour faire plaisir à l'autre, ou parce que c'est bien, ou parce que tout le monde fait ça autour de moi, mais pouvoir dire un oui et oser dire le oui. Moi, j'ai souvenir d'une femme en stage qui a osé se mettre nue alors qu'on était toutes habillées, mais elle s'est dit oui. Tu vois, c'est un vrai oui, c'est aussi oser ça, en fait, être pleinement soi. Ouais. Et puis j'ai envie d'ajouter une chose, parce que tu parles en tant qu'homme, et j'ai envie de réagir aussi à ton propos en tant qu'homme. Qu'est-ce que c'est bon de sentir une femme en face de nous, ça pourrait être un homme aussi, hein, mais en tout cas de sentir une personne en face vers qui on va avoir un mouvement de désir, sentir que cette personne peut nous dire oui ou non. Mais quelle joie! Et je comprends que moi, je partage ça, je ne sais pas si c'est au même endroit, que ça me sécurise beaucoup. Du coup, je peux demander, je peux dire ce que j'ai envie. J'ai envie de ça. Ouais. Ah ouais. Ah bon? Là, ce qui était amusant dans le cadre de l'initiation, c'est que je pense que c'est difficile d'être à l'aise au début, de faire des demandes. En fait, on s'auto-censure. Et il y a plein de trucs qu'on pourrait avoir envie de demander en sachant que la personne serait tout à fait à l'aise de nous dire non et que ce serait OK. Et en même temps, on se dit non, quand même. Je peux pas faire ça. Et je pense que ça vient peut-être aussi plus avec la pratique, dans l'exercice, etc. Et c'est intéressant, en fait, comme de vivre le truc. Parce que c'est ça, l'intimité. C'est-à-dire le moment où tu vas faire ta demande, où tu vas oser partager ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps. Et que c'est quelque chose qui est, justement, en dehors des conditionnements. Waouh! En fait, je suis en train de me révéler à l'autre. Donc, il y a une prise de risque, en tout cas égotique, si je peux dire, à oser. Parce que l'autre, il va dire « Oh, il y a ça dans ton cœur, dans ta tête, dans ton corps. Ouh !» Éventuellement. Hein. Peut-être. Oui, et puis ça me fait penser aussi pour les choix. Hein, parce qu'il y a aussi des moments où il y a des pratiques où on va avoir la possibilité de choisir le partenaire ou la partenaire avec qui faire la pratique. Et puis parfois on est choisi, puis on n'a pas envie. Puis souvent en dehors, dans la vraie vie, si je puis dire, on n'ose pas trop dire non. Et assumer en fait le non, c'est-à-dire pouvoir dire non à un homme ou à une femme et être à l'aise avec ce non-là. Quel que soit ce qui se passe pour la personne qui va recevoir ce non, en fait, c'est de pouvoir être à l'aise avec les noms. Et en général, c'est plusieurs ateliers. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le fait que je le sache, que je peux demander, que je peux dire oui, et quand tu témoignes de ce qui s'est passé pour toi à l'initiation, c'est génial. En fait, comme tu le disais, c'est la pratique. C'est-à-dire, il y a besoin d'expérimenter ça. Et là, on peut parler, on a fait peut-être le tour sur la question du oui-non, mais c'était vraiment beau d'y être. Après, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'il faut que je me retrouve dans du 1 pour 1. Et le tantra permet le 1 pour 1. Et c'est vraiment l'expérience du corps de tout ça. Et du coup, tu parles de pratique. Ça fait une super transition avec le sujet que tu avais lancé tout à l'heure, Barbara, et que du coup, je t'ai interrompu avant, qui est effectivement, qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers? Qu'est-ce qui s'y passe? Moi, j'avais justement, alors je vais faire le lien avec, parce que j'adore cette pratique du oui-non, et puis aussi des limites, de sentir aussi les limites et de pouvoir faire venir quelqu'un à soi à tout moment en pouvant lui dire stop, avance ou recule, et c'est moi qui décide en fait jusqu'où la personne va,
et jusqu'où la personne va s'arrêter ou va reculer pour être du coup en connexion avec ce qui à l'intérieur de moi dit là non, c'est trop loin, là non, c'est trop près là. Ah oui, là c'est bon là. Et parfois le oui il peut être vraiment très proche alors qu'on aurait imaginé que c'était un peu plus loin. Voilà, ça c'est une pratique sur comment être dans la perception, la sensation corporelle du oui et du non. Et c'est très important parce qu'en même temps, dans la tête se joue ce avec quoi on arrive, qui est, si je dis non, peut-être ça fait partie, parce qu'un certain nombre d'entre nous, on a ça. Si je dis non, l'autre, il va plus m'aimer, je vais le blesser, enfin, toutes ces histoires-là. Donc ces histoires, elles se jouent dans la tête, tu vois, voire dans le cœur aussi. Et cette pratique-là, des fois, pour des personnes, c'est facile du premier coup. Et puis pour d'autres, en fait, l'expérience 1 pour 1 va leur dire « Waouh, merde, c'est fou, je suis encore en train de protéger l'autre, etc. » Et là, on va pouvoir le conscientiser. Voilà. Là, il y a zoom là-dessus. Et cette pratique dont on parle, par exemple, parce que beaucoup disent on ne parle pas de ce qui se passe dans les ateliers tantra pour laisser la surprise, mais en même temps, une partie de ce qu'on fait est de toute façon une surprise, même quand on en a parlé ici au micro. Mais c'est intéressant parce que ça, typiquement, on ne peut pas dire que c'est spécifiquement tantrique. Ça pourrait se faire dans un atelier de développement personnel, mais c'est intégré à un stage de tantra. C'est là où ça devient intéressant. Puisque après le oui-non, suite des expériences. Et puis, ce qui est aussi merveilleux, c'est de se rendre compte d'une personne à l'autre, selon aussi la personne qui est face à nous, l'énergie qui est là aussi entre nous, c'est complètement différent. Mon oui va être différent, mon non va être différent. Et là, c'est splendide. Je pense que c'est vraiment une réappropriation de nos outils de communication, de perception, un petit peu comme on fait des gammes musicales, et qu'en fait là il y a tout un langage, on en a parlé tout à l'heure, social, etc., comme c'est tabou, cette zone de la sexualité, du désir, etc., il y a la proximité, l'attirance, on n'a pas tellement lieu de pratique, là tout d'un coup, waouh. Et donc je nommais l'énergie, et c'est aussi un des... on va attirer particulièrement aussi notre attention pendant les pratiques de tantra sur aussi ce qui se passe au niveau de notre énergie. La nôtre, qu'est-ce qui se passe en moi ? Voilà, peut-être que je sens que ça monte, il y a du feu, peut-être du désir, ou pas du tout. Au contraire, je sens plutôt une répulsion, et ça se passe dans notre corps en fait. Et des résultats qu'on entend, parce que tout à l'heure aussi en parlant en échauffement, moi je disais mais c'est quand même intéressant, nous on sait ce qu'on fait, mais on ne sait pas tellement ce qu'on va produire, parce que de nouveau on crée le jardin, on met la sécurité, on fait des propositions, on anime, on facilite, puis les gens ils viennent là vivre leur cheminement personnel. Et c'était intéressant récemment, samedi, d'entendre, alors j'ai perdu mon petit point, parce que je voulais venir sur ce que tu étais en train de dire. Voilà. Par rapport à l'énergie, aux limites ? Oui, par rapport à l'énergie. Et donc, on demande, tiens, quelle est ton intention en venant aujourd'hui ou en venant à ce week-end ? Puis une personne dit, moi, c'est la question de la gestion de l'énergie. Comment je gère mon énergie ? Puis comme le tantra, c'est quand même, on est orienté sur la vitalité et la conscience. Donc c'est intéressant. Et elle est venue avec cette question-là. Comment je donne trop ? Comment je reçois ? Est-ce que je me laisse recevoir ? Donc dans le donner-recevoir, là il y a toute une thématique aussi, mais je voulais la relever par rapport aux expériences qu'on fait, et qui permettent à cette personne par exemple de dire « Ah mais là je suis en train de donner, et une des conclusions de cette personne à la fin d'une journée c'était « Ah, ok, je pense qu'au niveau du recevoir, il y a de gros progrès à faire. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis tout le temps en train de donner, et que je ne crée pas d'espace pour accueillir ce que les autres m'offrent d'écoute, de gentillesse, de cadeaux. Et voilà, une des choses que moi je trouve... c'est marrant, on parle de tantra, et là, tu vois, mes propos, qu'est-ce qu'ils ont de tantrique ? Et ce qui est de tantrique, c'est l'ouverture, entre autres. Oui, et puis c'est vraiment des explorations, alors... en relation avec l'autre, on va être dans des jeux de rencontres, des échanges verbaux ou juste
parfois par le regard. Des choses très simples. Hein. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui se remettent en jeu, comme ce que tu viens de dire. Peut-être, moi je suis plutôt une donneuse et j'ai du mal à recevoir. Peut-être que d'être regardée comme ça, dans un regard sans attente, bienveillant, ça va être difficile à supporter. J'aurais envie de fermer les yeux. Ça va être difficile de pouvoir recevoir ce regard-là, ou au contraire, ça va me remplir d'amour. Je vais me sentir vue, parce que j'ai jamais vraiment été vue comme ça. Et c'est toutes ces pépites de conscience, en fait, qui amènent dans l'exploration de soi. Et puis ça se passe aussi en contact avec l'autre. Si l'autre n'était pas là pour me faire miroir, reflet, ou être qui il est, et puis du coup venir peut-être un petit peu taper à des endroits, activer des zones sensibles. Et c'est ça la magie, c'est que ça vient révéler. L'autre est révélateur de ce que j'ai besoin de voir, de réaliser, peut-être de guérir, de nourrir. J'adore. Et moi, il y a un mot qui vient, c'est connexion. Et parce que tu es venu sur l'expérience des regards. Alors de nouveau, tu prends les regards, et le tantra, les regards. Certains disent que le regard, c'est les yeux, le regard, c'est la porte de l'âme. Et dans nos pratiques et dans l'expérience du tantra, il y a beaucoup cette connexion par les yeux. Et il y a beaucoup la connexion, toujours avec ce rythme de valse, connexion à moi, connexion à soi-même, connexion à l'autre, et puis connexion à plus large. Mais en tous les cas, dans les pratiques, on va commencer par cette connexion à soi. Comment je me sens, qu'est-ce qui se passe quand je regarde l'autre dans les yeux, connexion à l'autre, comment c'est d'être dans son regard, et laisser vivre ça. Et le regard va être très présent dans les pratiques, toutes sortes de pratiques. Parce que on veut mettre de la conscience, et le regard à cet endroit-là, la connexion, ça vient, comme on l'écrit, vivifier la conscience. Et puis il y a un moyen aussi il y a quelque chose qui est revenu souvent dans les questions qu'on m'a posées, ou dans les doutes qu'on m'a soumis par rapport au tantra, c'était de dire on va explorer plein de choses de manière très intime parfois, et il y a des gens autour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu intimidant, je pense, pour beaucoup de gens qui seraient curieux de découvrir éventuellement le tantra ou d'en faire l'expérience. Et il y a un côté super intimidant à être entouré de gens. Outre le fait que c'est pas forcément des grands groupes, il y a aussi cette connexion qui se passe dans les yeux, où finalement le reste du groupe il n'existe plus vraiment. On est vraiment avec la personne, on est d'abord avec soi, ensuite avec l'autre, et le reste du groupe finalement il est là sans être là, quoi. Et on vit un truc, on vit un moment, on partage quelque chose avec une personne qui est en face de nous. On a les yeux plongés dans les siens ou dans les siennes, et voilà, quoi. Alors, oui, je pense que cette question d'être vu en train d'être dans sa propre exploration, ça parle aussi de soi, en fait. C'est commencer d'être regardé, d'être vu, de la sensibilité au regard. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. mais oui, ça parle de soi, c'est ça que tu dis. Et oui, c'est-à-dire qu'on vient là et il y a une expérience autour du regard. Et c'est bon que tu la mentionnes, parce que c'est vraiment une des expériences importantes qui sont liées à nos conditionnements aussi, et à ce qu'on a été autorisé comment être vu. Et en général, là, je parle pour les garçons, je suis dans la grosse caricature, mais l'histoire de la maman qui rentre dans la chambre quand t'as 14 ans et puis que t'es en train de te masturber, c'est un peu gênant, quoi. Il y a ça. Ça, je parle du côté des garçons, mais j'en parle aussi, et tu pourras peut-être parler, toi, pour l'expérience des femmes, mais je peux aussi en parler. Moi, j'ai fait du foot, je veux dire, on est nus dans les comment on appelle ça, les vestiaires. Là aussi, il y a comment on me regarde. Moi, j'ai des souvenirs de regards qui n'étaient pas du tout sympathiques. Il y a des jeux qui se mettent en place. Donc, il y a beaucoup de choses autour du regard. Quand on va se retrouver là pour répondre très précisément à la question, ça va se remettre en jeu. C'est ça que tu disais. Et donc, pour certaines personnes, ça va être tout de suite très « waouh, enfin je suis vu ». Et on parlait de samedi, il y avait des personnes qui n'avaient jamais fait de tantra, et leur expérience quasiment la plus forte, c'était le regard. Ok, amusant. La deuxième chose
sur le regard, c'est que ça fait partie un petit peu du jeu. Donc oui, on va être dans la bulle, c'est ce que tu relèves. C'est-à-dire que quand je regarde quelqu'un, que je suis dans son regard, avec la vision focale, je suis plus dans ma vision périphérique, techniquement. Et il y a la bulle qui va se faire. Par ailleurs, quand on fait nos pratiques, on va utiliser les matelas pour délimiter des petits îlots, des petites bulles, et on facilite par des rituels l'ouverture de ces moments de pratique. Et c'est ce qui les sacralise aussi, en termes de présence, de reconnaître l'autre comme une déesse, comme un dieu, et de pouvoir entrer dans la pratique. Là, les personnes qu'on n'a jamais fait, effectivement, à un moment donné, vont regarder autour et vont dire « Waouh !» Mais en principe, on n'y reste pas longtemps, on est tellement pris, les personnes sont prises dans leur propre pratique, qu'en général, ça devient secondaire. Mais il y a un côté aussi, oui, je peux regarder, puis c'est pas grave. Ouais. Oui, c'est en fait beaucoup à la fois d'autorisation, peut-être quand on fait des massages aussi, c'est de voir qu'à côté il se passe des choses, et comme tu dis, Laurent, c'est s'autoriser à regarder, parce que parfois c'est comme ça qu'on apprend. Parfois je regardais aussi autour parce que j'ai appris des choses. Et par rapport au regard, le fait aussi que nous, animateurs, on soit là et qu'on regarde aussi ce qui se passe pour les participants, les participantes, c'est aussi sécurisant. C'est-à-dire, je sais que, à un moment donné, peut-être que y aura un recadrage qui va se faire, ou en tout cas, c'est un espace qui est sécurisant, donc je peux me permettre d'y aller. Et puis, l'autre chose, c'est... un thème important, c'est l'expérience en fait. On explore, mais du coup, on va vivre une expérience. Et alors, pendant cette expérience, peut-être que je vais avoir quelque chose qui va m'extraire de ça, parce qu'à côté, il y a un son particulier, où je vais me mettre nue, et on reparlera peut-être de la nudité plus tard, mais je vais me mettre nue, et du coup, d'avoir des regards autour, ça va activer quelque chose en moi, parce que je suis pudique, parce que j'aime pas mon corps, Et c'est comment continuer à être dans l'expérience. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Quand ça apparaît, en fait, est-ce que je continue ? Est-ce que je remonte dans la tête ? Et là, je suis avec mes scénarios, avec mes croyances, mes pensées, ou est-ce que, à nouveau, je rentre dans l'expérience et je m'abandonne à l'expérience pour vivre ce que j'ai à vivre, agréable ou désagréable, parce que c'est pas toujours... il y a de la joie, c'est amusant, il y a du plaisir, mais parfois, non. Ouais. Et c'est ça, l'expérience. C'est que, quel que soit ce qui va se passer... on est vu, ça me fait vivre quelque chose de difficile, ça fait partie de l'expérience et c'est bon à prendre. Ouais. Moi, c'est ce qui me vient là, c'est que, de nouveau pour revenir sur cette initiation, d'être entouré de gens qui pouvaient me voir, ça m'a fait faire l'expérience de ne pas être regardé, justement. Parce que ça m'est arrivé d'entendre une phrase, d'attraper une question qui était posée dans un autre groupe, etc. Et en l'entendant, j'ai réalisé que je m'étais égaré une demi-seconde, mais qu'au final, je m'en foutais de ce qui se passait là-bas. Et donc, du coup, je les regardais pas. Et je me suis dit que sûrement, ils vivaient la même chose de leur côté. Donc, du coup, je me sentais pas regardé du tout. Et c'était quelque chose de... Finalement, c'était une expérience qui était rassurante, quelque part, de faire l'expérience qu'on n'est pas regardé. Et c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment dans mes coachings, avec des gens qui disent « Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ça, etc. » Les gens s'en foutent, en fait. Ils sont déjà tellement occupés avec leur vie et leur propre expérience à eux. 99,99% des gens que tu vas croiser savent même pas que tu existes, quoi. Une expérience samedi, tu vois, il y a une personne qui vient, et puis qui vient pour la première fois pour la deuxième, faire cette expérience-là. C'est une personne qui a beaucoup ouvert les yeux. C'était ok, elle avait envie de voir ce qui se passait, quoi. Quand on propose une méditation active, on a les yeux fermés, on est debout. Si tu n'en as jamais fait, c'est surprenant. Quand tu es habitué à faire ça, tu vois, c'est une grande banalité. Tu te fais tranquille. En plus, tu te fais avec Barbara et Laurent, tu les connais, tu as confiance, tranquille. Cette personne, elle a ouvert les yeux et elle regardait ce qui se passait. Puis après, elle les refermait. Donc, c'est aussi ok d'avoir cet apprentissage de, ok, si tu es insécurisé, pendant un petit instant, c'est ok de faire comme tu as fait, c'est-à-dire d'écouter ce qui se passe ou de regarder, pour te rendre compte que, finalement, rien de spécial. Et puis, je termine là-dessus, il y a aussi de l'intensité de l'expérience. C'est-à-dire ce que tu racontes, c'est que tu écoutes la question là-bas, mais en fait, tu te dis, mais là-bas, moi, je suis là,
J'ai quelqu'un en face de moi, je suis en train de faire quelque chose d'intense, et l'intensité généralement va faire que, en plus que nous on facilite la bulle, va faire que tu es dans ton truc. Et quand les gens ils ont une difficulté avec tout ça, ils lèvent la main, ils nous appellent, on en discute, voilà, c'est tranquille quoi. Ouais. Ils sont obligés, les personnes sont obligées à rien. Mais c'est sûr que il y aura des moments qui seront peut-être confrontants, c'est vrai. C'est vrai que c'est une voie de développement personnel, d'évolution personnelle qui peut, ça dépend où on se trouve dans son propre cheminement, qui peut être confrontante. Parce que justement, alors on parle du regard, mais on peut aussi parler du toucher. Hein, ça vient activer et remettre, allumer des endroits en nous voilà, où il y a eu des traumas, il y a eu des blessures, absence ou trop de présence de certains regards, ou trop de toucher ou pas assez. Oui, il y a une vraie thématique, un vrai chapitre sur le toucher qu'on pourrait... Ça sera pour un prochain épisode. Ouais. On a beaucoup de choses à aborder. D'ailleurs, on va gentiment terminer pour cette première émission. Dans le prochain épisode, on va parler et commencer à aborder un sujet qui vous est cher, qui est celui du plaisir et de la souveraineté. Donc, on va commencer à parler de tout ça. Mais pour conclure peut-être cette émission qui avait vocation d'introduction au tantra, pour essayer que vous qui nous écoutez ayez une petite idée de ce à quoi vous avez affaire et de quoi on va parler sur les prochaines émissions. Pour toutes les personnes qui se sont posées un peu ces questions que j'ai évoquées, que j'ai entendues, que vous avez sûrement entendues aussi, qui se poseraient la question, qui ont envie de savoir si c'est une manière d'être confrontés qui leur satisfait, qui leur convient et qu'ils ont envie ne serait-ce que d'essayer, comment ils peuvent faire ? Qu'est-ce que c'est la proposition que vous leur faites ? Comment vous abordez la question ? Est-ce que si on commence le tantra, on va directement se retrouver à faire des massages et des exercices très intimes ? Est-ce qu'il y a moyen de goûter à ça et à l'énergie du tantra sans être engagé autant ? Finalement, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes-là ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Moi, j'ai envie de dire, par rapport à ma propre expérience, moi, j'ai toujours écouté, en fait, ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin. Tout à l'heure, on parlait à l'échauffement des cercles de femmes, des tantras mixtes ou tantra hommes, tantra femmes. Moi, j'ai beaucoup fait de cercles de femmes. À un moment donné, voilà, j'ai fait du mix. Puis je suis revenue à quelque chose de plus calme entre femmes. Et c'est vraiment d'être dans cette écoute de soi, en fait. C'est d'y aller, en fait, d'essayer, d'expérimenter. Et puis, c'est aussi peut-être de pouvoir, comme pour un thérapeute, ou comme quand on va dans n'importe quel autre stage, c'est aussi de demander peut-être aux personnes qui ont déjà fait cette expérience, leur retour, et puis voir comment ça résonne pour soi. Voilà. Oui, et puis ce que j'ai envie de rajouter par rapport à tout à l'heure sur ta question de comment choisir où aller pour démarrer, ça me semble évident, et je m'en veux un peu d'avoir oublié, mais c'est le cadre en fait. C'est-à-dire, même si tu vas faire du tantra vermillon noir, si tu n'as pas la possibilité à un moment donné, tu sens trop de pression pour aller faire l'expérience, parce que parfois il y a certains animateurs qui poussent un peu, pour justement, t'es là, voilà. Voilà, à tout moment tu peux dire non. Et que ce cadre-là, cette sécurité qui est là, à mon sens, c'est un des critères importants de choix. Parce que si effectivement tu vas faire des pratiques qui sont très confrontantes, ça peut produire aussi l'effet inverse. Mais peut-être aussi c'est un moyen du coup d'aller sentir et de réapproprier tes limites. Parce que c'est ça, il est question de ça en fait derrière. Et puis une manière de faire, c'est de prendre contact avec les animatrices, les animateurs et parler avec eux. Tout simplement. Et c'est ce que font les gens. Nous, on demande, du reste, quand on ne connaît pas les gens, on va faire un entretien téléphonique pour faire connaissance, pour dire mais d'où est-ce que tu viens. Et pour dire encore une chose à propos de comment on peut aller faire du tantra, une question qu'on pose souvent, c'est mais est-ce que vous avez déjà fait, est-ce que tu as déjà fait du développement personnel en groupe, par exemple
Et c'est les gens qui ont fait ça déjà, et qui sont habitués, ils ont fait peut-être des thérapies psychocorporelles où les gens criaient, et puis ils sont habitués, ils n'ont pas de crainte. Pour nous, moi, c'est un indicateur de dire, ok, tu peux venir. Les gens qui n'ont jamais fait de thérapie ni de choses en groupe, à ce moment-là, on va être plutôt vers l'initiation. Tout à fait. Super. Alors moi, on va passer à l'émission suivante pour aborder d'autres sujets. On a déjà pas mal échangé aujourd'hui. On est déjà presque à une heure d'émission. Ce qui va se passer, c'est que donc du coup, on va gentiment se dire au revoir pour cet épisode. Bien évidemment, dans la description, vous retrouverez le site de Padlam Tantra. Vous pourrez vous inscrire à la newsletter. Vous pourrez contacter Barbara et Laurent pour leur poser toutes les questions que vous aurez besoin de leur poser pour éventuellement venir découvrir le tantra et faire initier cette exploration personnelle, spirituelle, corporelle et tout ce qu'on veut expérimenter dans ce cadre-là. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. À bientôt Mathieu, merci. Merci.